Alors, on pourrait dire que les citoyens européens se détournent des élections européennes dès le début et qu'ils ne sont pas vraiment tournés vers les élections européennes, parce que si l'on regarde les résultats des premières élections, celle de 1979, on constate dès le départ un taux d'abstention beaucoup plus élevé que le taux national dans chacun des pays. Si on prend le cas de la France, par exemple, on a un taux d'abstention en France en 1979 de près de 40%, alors que les élections législatives juste d'avant et juste d'après en France, on a un taux d'abstention de 16%. Au niveau de l'Union européenne en général, en 1979, on a 38% d'abstention, ce qui en fait déjà un taux extrêmement élevé au regard des autres démocraties, enfin des démocraties nationales et des élections nationales. Ce qui amène très tôt en fait des auteurs, si on pense à Schmitt et Reif, de parler d'élections de second ordre, de second order election, qui favorisent d'une part l'abstention, d'autre part des votes plus extrêmes. Et ça a pour effet que très tôt, le taux va friser des sommets, puisque si on pense au cas français, dès 89, la moitié de l'électorat français s'abstient, on est à 51%. Et dans le cas des élections européennes, le grand moment du drame, ce sont les élections de 1999, où le taux européen atteint et dépasse les 50%. On est à 50,5% d'abstention. C'est le cas en Allemagne aussi. Si l'Allemagne participe un tantinet plus, dès 1999, on atteint aussi 50%. Ça, c'est pour les pays de l'Ouest. Ce phénomène n'a fait que se renforcer avec les pays de l'Est. Si on pense aux trois élections auxquelles ont participé les Hongrois, le taux d'abstention le moins fort de la Hongrie, c'est 62%. Lors des premières élections, on est à 72%. Et la Hongrie est un pays qui participe beaucoup dans ces nouveaux venus, puisque dans le cas de la Slovaquie, par exemple, le taux d'abstention atteint les 87% aux élections de 2014, ou pour la Pologne, 76%, ce qui en fait des taux extrêmement élevés d'abstention. Et donc c'est un motif d'inquiétude des institutions européennes de manière assez précoce, et on le voit du côté des politiques publiques en matière de communication, puisque très tôt, alors ça commence dès les années 60, ça se renforce dans les années 70 avant les élections, mais dès les années 80 et les deux mandats de Jacques Delors vont véritablement être des mandats de renforcement, de volonté de faire participer, de chercher à convaincre les citoyens par différents programmes, avec le choc Maastricht de 92, où on découvre qu'il n'y a pas un consensus permissif, comme on le pensait auparavant du côté des citoyens européens, mais on a plutôt ce que Hug et Marx appellent un peu plus tard un dissensus contraint, un constrained dissensus, c'est-à-dire que la norme, c'est plutôt la contestation, le dissensus au sein des institutions européennes et au sein des citoyens, plutôt qu'un soutien un peu mou, ou même mou, comme on l'espérait auparavant. L'idée, quand on commence à parler de consensus permissif, et c'est l'idée qui anime à la fois les acteurs politiques européens, les leaders de partis, les intellectuels des études européennes, mais également les fonctionnaires de la Commission, c'est que le projet européen étant quelque chose par nécessité et nécessairement bien et optimiste, il y a une forme de consensus des citoyens qui, certes, peuvent ne pas s'intéresser aux questions européennes, peuvent ne pas comprendre grand-chose aux questions européennes, mais ils sont permissifs. Ils trouvent ça acceptable et ils voient des marques de progrès.
Et ça, c'est vraiment l'élément de la littérature et un sens commun partagé par l'ensemble des acteurs qui justifie l'ensemble des politiques menées. Les citoyens sont pour l'Union européenne. Et ceci est attesté en plus dès 1973, quand on développe le programme Eurobaromètre, qui a vocation à tester ce sentiment européen, et on a dans les résultats, par les indicateurs, ce qui vient renforcer tout le monde, l'idée que les citoyens soutiennent le projet européen.